cette presse ne se fait pas assez entendre, la société civile s'est presque fondue dans le système. Alors c'est pour cela que je demande si ce n'est pas le résultat de manœuvres présidentielles. Non, en fait, qu'on se comprenne bien. Pour moi, c'est le système qui n'est pas bon. C'est le système qui fait trop la part belle, qui s'offre au chef de l'État, qui fait qu'il fait ce qu'il veut de la vie publique, tout simplement. Il n'y a pas de véritable contre-pouvoir. Ça, c'est ma position personnelle. Je pense qu'on pourrait peut-être argumenter plus longuement à d'autres occasions, mais il faudrait repenser très clairement le système. Et je pense que les membres de la Commission nationale de réforme des institutions ont essayé d'apporter un certain nombre de choses. On fait des propositions. Malheureusement, on leur a fait un procès en sorcellerie. On va y venir dans le volet bonne gouvernance et état de droit, mais là, on en est au volet économique. Et maintenant, sur le plan économique également, je le disais au début de mon propos, le président Macky Sall avait deux objectifs globaux, deux offres. La première, elle était d'ordre institutionnel, administratif, c'est-à-dire reformer les institutions, leur donner leur grandeur. L'autre volet, c'était plutôt impacter le coût de la vie des Sénégalais et le baisser considérablement. Sur ce volet-là, il y a des mesures qui sont là, des actions réelles qui ont été posées. La baisse du prix du loyer, pour moi, est une action concrète et solide qu'on peut quantifier. Passer le loyer de 28%, 14% et 4%. Ce que je regrette là-dessus, c'est que ça démarre à partir de... Quand on est à 150 000 francs, on n'est plus concerné par les 28%. Pour moi, il fallait rester sur... Voilà, par les 29%. Il fallait rester sur les 150 000. Parce que la plupart des loyers à Dakar, en tout cas, le gros tourne à 150 et au-delà. Quand on dit dès qu'on touche 150 000, on n'est plus concerné par les 29%, je pense que c'est un petit recul qui est regrettable. L'autre mesure phare à souligner sur le plan économique, c'est quand même la baisse des impôts sur le revenu pour beaucoup de salariés, notamment ceux qui sont en dessous de 200 000 francs par mois. Ça, pour moi, c'est une mesure phare qu'il faut saluer en termes de réalisation concrète. Autre chose qu'on peut voir, c'est également l'amélioration du système énergétique que nous avons. Si on doit se dire les choses telles quelles, depuis quand même 2 ans, il y a une nette amélioration de la fourniture en énergie, globalement. Donc ça, ce sont des points positifs. On peut y ajouter la CMU, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. À part ce que m'en disent les professionnels. La CMU, c'est quelque chose qui serait à verser dans la corbeille des actifs du chef de l'État. Donc, en matière économique, ce sont des choses. Maintenant, moi, les bourses de sécurité familiale, la réduction du train de l'État, mais est-ce qu'il y a une volonté de transformer structurellement l'économie sénégalaise? Pour ça, il faudrait qu'on diversifie. Parce que là, ce sont ce qu'on va appeler des actions d'éclat. Non, parce qu'on a une économie essentiellement tertiaire dans ce pays-là. Vous savez, il y a 3 piliers en économie. Il y a l'économie primaire, c'est l'agriculture. Il y a le secondaire, c'est tout ce qui est industrie. Et le tertiaire, qui est l'économie des services. Aujourd'hui, si vous sortez des taxes essentiellement, taxes, impôts directs et indirects que l'État gagne, avec tout ce que le port, le autonome, l'aéroport, tout ce qui est imposé aux contribuables sénégalais, c'est le gros, monsieur le ministre l'a dit, des recettes, des ressources de ce pays-là. Maintenant, c'est le secteur primaire qui, à mon avis, n'est pas encore assez développé, c'est-à-dire l'agriculture. Je rentre d'un périple où un pays où je suis fasciné par le niveau d'agriculture, où les gens investissent massivement dans l'agriculture. Il ne faut pas se leurrer. Les pays qui sont devant aujourd'hui, au niveau du G8, vous prenez, ou le G20, ce sont des pays qui ont une agriculture forte, extrêmement développée, mécanisée, motorisée. On en est loin au Sénégal, malheureusement. Le tissu industriel est en lambeaux. Les facteurs, les grandes industries, les industries phares de l'époque où nous avions, les ICS, ce ne sont plus ce qu'elles étaient. Je crois qu'il y a une autre entreprise qui est moribonde, c'est la Suneor. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont en difficulté. Il reste quoi? Le tertiaire. C'est des services dans lesquels 80% de ce qui s'active dans le privé se retrouvent. Après, les autres sont perfusés par l'État, par la fonction publique, qui emploie au bas mot 150 000 personnes. Tout le monde compris, enseignants, médecins, gendarmes, policiers compris. Donc c'est la structure de l'économie qu'il faut repenser pour moi globalement. C'est la structure Merci beaucoup. Alors, El Hadji Omar Youm, il y a ce qu'on va appeler quelques réalisations concernant notamment la transformation des conditions de vie des Sénégalais. Mais pour le moment, est-ce qu'on s'attaque au fondement de l'économie sénégalaise? Est-ce qu'il y a une volonté réelle, une machine mise en branle pour transformer cette économie de manière structurelle? Mais je voudrais d'abord répondre sur un propos que je ne peux pas laisser passer. Le président Macky Sall n'a pas été préparé à l'alternance. Je pense que quand même c'est un peu maladroit. Pour qui connaît son parcours, il faut quand même rétablir la vérité des choses, quoi. Il a été directeur général
d'une société nationale. Il a été ministre de l'énergie. Il a été ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Il a été ministre même des Transports à un certain moment. Il a été Premier ministre du Sénégal, président de l'Assemblée nationale. Je pense que quand même pour un républicain comme mon grand frère Mamadou Diop Decroix, dire que le président Macky Sall n'a pas été préparé à prendre et exercer le pouvoir, c'est quand même aller très loin dans des jugements de valeur qui reposent sur aucun contrepoids de la réalité. Un tel parcours, je n'ai pas vu encore dans l'histoire politique du Sénégal un homme politique ayant fait ce tel parcours. Je ne l'ai pas vu. Hein. Donc je pense que quand même il faut être honnête et juste. C'est Dieu qui donne le pouvoir et Dieu l'a donné au président Macky Sall après avoir effectué ce parcours. Je pense qu'il faut respecter ce parcours et respecter les Sénégalais. Le Yoonu Yokkute est un programme politique qui dessine une ambition politique et de grandes orientations. Vous savez très bien que les programmes politiques qui mènent au pouvoir ne sont pas des programmes qui sont absolus, définitifs, irréversibles et qui vont faire l'exercice du pouvoir. Quand on est dehors, on n'a pas suffisamment de données et d'éléments, mais par contre, on a des événements factuels et des perceptions qui vous permettent de construire un discours. Le programme politique est un discours qu'on donne pour dire voilà les orientations. C'est pour cette raison qu'on n'est jamais très précis dans le programme politique. Quand nous sommes venus au pouvoir, nous avons trouvé le document de politique économique que nous avons essayé de mettre en parallèle avec notre vision politique, portée par Yoonu Yokkute. Nous avons vu effectivement qu'à ce niveau, il y avait des rectifications à faire. C'est pour cette raison que nous avons pensé mettre en place la stratégie nationale de développement économique et social, que nous avons mis en place en novembre. Mais aussitôt après, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas très ambitieux. Il fallait, et nous avons diagnostiqué, ce qui fait le mal ici, c'est qu'on ne produit pas assez. Et pour produire assez, il faut des projets et des programmes. C'est pour cette raison que nous avons ajouté une dimension, accélération de la cadence, par le programme Sénégal émergent. Les trois documents ne sont pas des documents contradictoires, des documents complémentaires. La preuve, quand vous verrez ensuite le plan Sénégal émergent, vous allez voir les corrélations entre le plan Sénégal émergent et la stratégie nationale de croissance accélérée, la stratégie nationale de développement économique et social. Donc le plan Sénégal est juste une stratégie de croissance qui repose sur notre souveraineté budgétaire acquise aujourd'hui parce que simplement le Sénégal a la liberté de choix sur son futur. Et c'est pour cette raison que quand nous avons présenté le plan Sénégal émergent, nous avons tout de suite eu ces financements qui n'étaient même pas attendus. 3 900 et quelques milliards. Alors, quand on dit annonce, vous savez, c'est des institutions respectables qui ont déjà jugé la pertinence de ce plan, qui ont salué la vision et qui ont décidé d'accompagner. Maintenant, tout le monde averti, on sait qu'il y a une autre phase, la phase de préparation des projets, de financement, de respect des conditionnalités et puis de suivi, exécution. Et pour montrer la détermination, le président de la République vient de nommer un ministre au gouvernement chargé du suivi et de l'évaluation du plan Sénégal émergent. Mais Omar Youm, quand on attend 40% du budget devant financer le programme Sénégal émergent des partenaires techniques et financiers, est-ce qu'on peut dire que le Sénégal a le choix de dessiner son futur? Le choix repose sur l'instrument que vous avez entre vos mains. C'est quoi? C'est le budget. Si vous avez une haute maîtrise de vos finances publiques, vous avez des ressources qui vous permettent de faire face à l'engagement et à l'endettement, mais il est évident que vous avez les moyens. Maintenant, les moyens ne sont pas ici. C'est pour cette raison qu'on est allé les chercher ailleurs. Et on est allé les chercher au niveau des institutions financières. On est allé les chercher au niveau du secteur privé, national et étranger. Donc, il n'y a pas de doute que les moyens, c'est à nous de les chercher. C'est à nous de les réaliser. C'est à nous de les engager au niveau du Sénégal. Donc, je pense que sur ce plan, il n'y a pas de doute. Je pense que le gouvernail, il est tenu avec beaucoup de taxes. Mais est-ce qu'il y a une volonté réelle de transformer l'économie? C'est ça ma question. Mais volonté réelle, comment on lit la volonté en dehors des programmes et du plan? La volonté réelle, c'est en mettant en place les fondamentaux, c'est-à-dire que les Sénégalais aient accès à l'eau potable et à l'assainissement, que les Sénégalais aient accès dans leur majorité à l'éducation. Vous n'êtes pas dans les fondamentaux, vous êtes dans... Une fois que les fondamentaux sont respectés et que le programme se déroule,
quelles sont les retombées. Ça, c'est les retombées, c'est les phénomènes qui permettent. La plupart des Sénégalais n'ont pas encore la chance d'avoir un habitat digne on va en venir. de ce nom. Les fondamentaux d'une économie, si vous parlez économie... Je ne parle pas des fondamentaux d'une économie, je parle des fondamentaux du développement, des fondamentaux de l'émergence. Mais les fondamentaux, nous ne sommes pas un pays émergent. Pour regarder est-ce qu'effectivement nous avons les phénomènes d'un pays émergent. Nous voulons aller vers l'émergence. Donc tout le monde constate que nous ne sommes pas un pays émergent. Partout dans la sous-région, le Sénégal, c'est peut-être le pays, la troisième économie de l'Afrique de l'Ouest. La quatrième économie, merci de m'avoir rectifié. Au Nigeria, il y a encore des problèmes d'adduction d'eau, d'électrification, ils ont le pétrole. Mais les taux ne sont pas les mêmes. Non, je veux vous dire encore une fois, ce qu'il faut comprendre, Maïmouna, il ne faut pas quand même nous bousculer et puis instaurer un débat qui va être vraiment attaque-défense. Hein? Je pense que c'est bien de constater. Je ne suis pas en train de vous bousculer. Non, mais c'est parce que je suis en train de parler et à chaque fois, vous avez l'amabilité un peu de me couper. Hein? Et ça, c'est pas bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fondamentaux de l'économie sont là. Moi, j'ai tiré un document du Fonds monétaire international où ils disent que les fondamentaux économiques et budgétaires du Sénégal restent solides, comme en témoigne l'évolution des indicateurs ci-après. Un taux de croissance qui a augmenté à 3,5% en 2012 et il est attendu à 4% en 2013. C'était un document sur un déficit budgétaire ramené à 6,7% en 2011 à 5,8% en 2012. Cette baisse devrait se poursuivre en 2013 avec un déficit attendu à 5,3%. Une inflation maîtrisée avec un taux moyen annuel qui est passé de 3,4% en 2011 à 1,4% en 2012 et devrait être maintenue en dessous de la norme communautaire de 3% en 2013. Pour les fondamentaux macroéconomiques. Je pense que quand même pour les fondamentaux, il y a quand même une souveraineté, il y a une haute maîtrise des finances publiques, il y a une sincérité et une volonté, une vision qui est partagée, acceptée. C'est ça les fondamentaux. Maintenant, après, il y aura toujours effectivement des efforts à faire au niveau de la ménagère. Et nous l'avons fait. Qu'est-ce qu'on a fait? En 2012, il y a une fiscalité quand même sur les salaires, M. Lo l'a dit, qui a permis quand même à des Sénégalais d'avoir plus de marge de manœuvre par rapport à leurs revenus. Nous avons fait une subvention très forte et soutenue sur les premières nécessités. Et jusqu'à ce jour, il y a un repli de l'inflation sur les prix que tout le monde salue. Il n'y a pas eu de hausse des prix au Sénégal depuis que nous sommes là, sur les denrées de première nécessité. Nous avons fait des efforts sur les loyers, sur beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui aux Sénégalais quand même d'avoir un revenu plus ou moins stabilisé, surtout les Sénégalais à revenu moyen. Et là où je ne suis peut-être pas d'accord avec Michelo, c'est qu'il faut comprendre la philosophie de cette réduction des loyers. Les personnes que nous avons voulu soulager, c'est les personnes vulnérables. C'est-à-dire celles qui ont des revenus entre 200 et 300 000 francs et qui doivent malheureusement payer un loyer qui est presque la moitié de leur salaire. C'est pour cette raison que nous avons estimé que dans notre architecture économique, ce qu'on appelle logement à loyer modéré, c'est les logements qui tournent autour de 100 150 000 francs. Et c'est pour cette raison que la baisse est très forte sur ce loyer de cette catégorie. Et ensuite, maintenant, ceux qui sont capables de payer quand même un loyer de 300 000, 400 000, 500 000, j'avoue que souvent, c'est des personnes quand même qui sont mieux nanties que les autres. Et c'est pour cette raison que le taux est allé jusqu'à 15% ou 14%. Et pour le reste, c'est vraiment les bourgeois, pour le dire comme ça, parce qu'ils ont la possibilité quand même de payer un loyer de 500 700 000 francs au Sénégal. Je pense que la réduction ne pouvait être qu'une réduction symbolique pour faire un peu dans la justice sociale. Mais c'est pour cette raison. Mais aujourd'hui, quels que soient les efforts qui seront faits, malheureusement, compte tenu des moyens dont dispose le Sénégal et de son budget, il y aura toujours des Sénégalais qui auront faim, comme il en existe aux États-Unis, comme il en existe en France. Il y aura toujours des Sénégalais qui vont chômer, comme il en existe partout dans le monde. Il y aura toujours des Sénégalais qui vont avoir des besoins en termes de satisfaction de demandes sociales, d'infrastructures et d'équipements, mission pour laquelle les Sénégalais nous ont élus et pour laquelle on va faire face et essayer le maximum possible de donner satisfaction. Alors, Oumar Youm,
conforter dans votre propos. Vous faites du nappe, mais je ne veux pas donner l'impression de m'acharner sur vous. Nous sommes d'accord que le chômage existe un peu partout, même dans les pays développés, mais vous êtes d'accord avec moi que le développement, l'émergence, c'est un tout. L'émergence, c'est une population éduquée, c'est une population qui se soigne, qui a accès aux soins de santé, c'est une population qui a accès à l'eau, à l'assainissement, c'est une population qui a accès à un cadre de vie digne. C'est une population qui arrive quand même à prendre en charge ses préoccupations quotidiennes. Mais c'est ce que nous voulons. Tout. On n'est pas émergent. Personne n'a dit que le Sénégal est un pays émergent. Moi, on dit on tend vers l'émergence. Vous tendez vers l'émergence, d'accord. Mais pour prétendre à ce niveau de développement, il y a des préalables qu'il faut régler. Souvent, les membres de la majorité au pouvoir nous brandissent les réalisations que les Sénégalais reconnaissent. Des réalisations qui ont été faites dans le but de résorber les inégalités sociales existantes au Sénégal. Cela, les Sénégalais le reconnaissent. Mais est-ce qu'il y a, et j'en reviens, est-ce que vous avez insisté sur les préalables? Je dis encore une fois que notre croissance est repartie depuis 2012. Ça aussi, c'est des éléments. Les indicateurs économiques nous permettent quand même de dire que notre croissance est repartie. Le taux de croissance, je parle peut-être devant un économiste, ou en tout cas des personnes qui savent gérer. Quand le taux de croissance n'est pas à 2 chiffres, ça ne se ressent pas dans le panier de la ménagère. C'est que les économistes disent. Est-ce qu'en 2014, sous le régime de Macky Sall, les Sénégalais se soignent mieux, les Sénégalais mangent mieux, les Sénégalais ont plus accès à l'eau potable et à l'assainissement? Je dis encore une fois qu'aujourd'hui, en 2014, nous avons un plan Sénégal émergent qui nous permet de rattraper la croissance du Sénégal, de passer de 5, Inch'Allah, à l'horizon 2018 à 7,5, des fois même 8 points, Inch'Allah, que cela aussi est possible si le plan Sénégal émergent fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation efficace et que l'administration centrale fasse preuve de volonté, d'adaptation, de rapidité et d'engagement, et que le peuple sénégalais s'approprie le plan Sénégal émergent. Merci beaucoup. Je pense que tout cela concourt à justement améliorer les conditions et le cadre de vie des Sénégalais. Merci parce que c'est ce beaucoup. que nous voulons. Merci beaucoup. Alors, Mamadou Diop, avant d'en venir à Mamadou Diop de Courage, Amadou Gueye, est-ce que vous sentez, avec toutes les actions mises en œuvre, une volonté réelle, profonde, de transformer de manière structurelle l'économie sénégalaise? Une transformation qui devrait nous permettre d'émerger. Voilà. Écoutez, moi je fais la différence entre ce qui est dit dans le document Sénégal émergent, qui est de l'ordre de la prospective, c'est des intentions. Parce que là, peut-être qu'on va en arriver à la perspective, mais là, on est en train de refaire l'état des lieux sous le régime actuel. Voilà, donc ça veut dire les 2 dernières années. Et sur les 2 dernières années, je pense que d'abord, du point de vue de la vision, mais je pense qu'il l'a dit tout à l'heure de manière assez diplomatique, qu'ils sont venus avec un programme électoral. Nous qui pensions que c'était un programme économique bien ficelé, peut-être là, on est édifié. C'est tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faut dire que quand le régime arrivait, effectivement, il y avait quelque chose qui était sur la table, c'était le programme de développement économique, la stratégie nationale de développement économique. Il y avait la stratégie de croissance accélérée et ensuite le Yonou Yokouté qui est venu. Ce que je note encore une fois sur le plan de la vision, c'est que pendant 2 ans, il y a eu un cafouillage dans la perspective, dans la feuille de route qui n'était pas claire. Et je pense que peut-être c'est pour ça que l'honorable député pense que le président n'était pas préparé. Mais je pense qu'il y a eu cette impression. Donc, je pense que ce n'est pas que le président de la République n'a pas le parcours, l'expérience et toutes les qualités d'un président. Je pense que dans la réalité, ce que nous avons vu, c'était un régime qui se cherchait et qui n'avait pas encore sa feuille de route n'était pas claire. Et d'ailleurs, si on regarde les mesures qui ont été mises en place,
il faut dire qu'il y a eu un impact vraiment marginal, bien que le discours soit très redondant, notamment sur la CMU, sur les bourses familiales, sur l'habitat social. On a tendance à les présenter comme des réalisations extraordinaires, mais en réalité, ce sont des mesures qui ne touchent même pas 0,5% de la population. Donc c'est un discours, disons, je comprends, on veut amener des éléments porteurs nouveaux, mais ça n'a pas eu d'impact. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, alors qu'on s'attendait à ce qui est, disons, des actions et une stratégie claire sur la priorité déclinée par le régime, notamment sur l'agriculture, sur ces 2 ans, il faut constater que voilà, on a géré les urgences. Il n'y a pas eu d'action forte, il n'y a pas eu d'action structurante pour changer l'agriculture. Or, quand le régime s'installait, on pensait qu'il y allait avoir un décollage, ou en tout cas des réformes très fortes sur le plan de l'agriculture. Donc là aussi, on se rend compte qu'il n'y avait pas une idée claire. Sur les réformes, la réforme du foncier, on attend encore de voir quel est le résultat qui a été entrepris depuis 2 ans. Sur les réformes institutionnelles aussi. On a vu un peu des signaux contradictoires. Souscrire aux assises nationales, mettre en place une commission qui livre ses conclusions pour ensuite fusiller un peu les messagers. Aujourd'hui, voilà, on ne sait plus où est-ce qu'on en est sur la signature des APE. Là aussi, il faut le noter. On est dans un pays où on a besoin de faire émerger nos propres industries. Et voilà qu'on se retrouve à ouvrir nos frontières pour subir un peu l'invasion de ces produits européens, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore debout, ce qui est contradictoire avec ces changements structurels de l'économie qu'on va avoir. Mais il faut dire que le régime actuel, quand même, n'a pas validé le premier document, qui était quand même catastrophique pour notre économie. Oui, mais moi, je pense que le courage aurait été de ne pas signer ces APE. Je veux dire, pour moi, c'est clair que peut-être il y a eu de la pression, peut-être effectivement, il y a eu le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana qui ont signé avant, et finalement, on a voulu un peu éviter une marche un peu dispersée des Africains, mais bon, peut-être on aurait souhaité qu'il y ait un peu plus de leadership collectif des Africains pour avoir une position commune et ne pas signer ces APE. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est là, et c'est cohérent, disons, avec un peu cette politique qui consiste un peu à favoriser étrangers. Je veux dire, le mot fétiche aujourd'hui, c'est ça, pour dire que voilà, c'est le capital privé international qui va venir et qui va s'approprier nos terres. Les réformes, c'est pas pour nous, c'est pour le capital privé international. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Et c'est pour ça nous pensons que quand même l'orientation aujourd'hui qui est retenue par le régime est assez dangereuse. Mais sur ce point, il y a quand même un nationalisme infondé. Les terres sont là, les Sénégalais n'ont pas les moyens de les mettre en valeur. Pourquoi ne pas contracter avec des sociétés privées internationales pour valoriser ces terres-là? On a la vallée du fleuve, on a Tambacounda, on a la Casamance. Ni le gouvernement, ni le privé national n'ont les moyens de mettre en valeur ces terres. Quand même, il faut une rupture à ce niveau-là. Vous venez bien donc d'indiquer un problème important, c'est le financement du secteur privé national. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout simplement dire mon secteur privé national n'a pas les moyens de faire des investissements importants dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du secteur manufacturier, et donc finalement je les laisse de côté, je vais aller chercher le capital étranger. Il faut s'interroger sur le rôle et la place de ce secteur privé national aussi. Oui. Il faut vraiment s'interroger sur son rôle. Non, je suis d'accord, mais je dis, il y a un problème fondamental si vous voulez développer votre économie, c'est de régler le problème du financement de l'économie. Et le financement de l'économie, il faut faire pour que les entrepreneurs travailler l'investissement nécessaire pour développer ces. Le gouvernement a eu une capacité majeure dans le plan émergent. Il y a le fonds 6 aussi. Qui sont des instruments sous-financés depuis 2 ans que le fonds 6 est encore à l'étape de conception. Substantiel pour son rôle. Les grands, même pas 18 milliards
de ressources. Bref, vous... Non, je pense que mais on n'est pas contre une transformation avec nos propres ressources. J'accepte parfaitement la possibilité et la nécessité même d'aller chercher des capitaux auprès des grands argentiers. Ça je le comprends. Le gouvernement doit faire des investissements en matière d'infrastructures. Ça, c'est très important. Mais même si vous avez des infrastructures en place, c'est principalement votre secteur privé qui doit porter le développement et pas le secteur privé international. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci beaucoup Amadou. Mamadou Diop Decroix. Alors, quelle est votre sentence? Merci Maïmouna. Je pense que côté budgétant, mon ami Yum en a beaucoup. Bon. Pas autant que vous, hein? Pas encore. Moi, je suis actuellement J'ai essayé de me rattraper sous-employé. Sur le deuxième tour. Alors, même, je pense que vous avez soulevé la question fondamentale. C'est comment réinventer notre appareil économique. Quand j'ai parlé de vision tout à l'heure, c'est de cela que je voulais parler. Le leadership politique, c'est d'abord la vision que l'on a de son pays, des problèmes auxquels vous êtes confrontés et de la manière dont vous devez les résoudre. Deuxièmement, c'est le projet de société, parce qu'en définitive, on ne gère pas un pays juste pour que les gens, même ce que vous dites qui est essentiel, en fin de compte, manger correctement, se vêtir correctement, se loger correctement et s'éduquer correctement et se soigner. Mais c'est tout ce de société. Avoir vécu comme celui des Américains ou des Français ou des Japonais ou des Chinois? Non, nous sommes des Africains. Quel modèle de société, quel projet nous devons projeter pour de la vision? J'ai dit tout à l'heure que nous manquions effectivement de vision, le pouvoir manquait de vision. Pour avoir le développement, réinventer c'est voir, vous avez parlé d'emploi, l'enquête d'Afrobaromètre a montré pour l'essentiel sur les questions. Le Sénégal à 80% n'était pas content de ce que faisait le régime du président Sall. Afrobaromètre, reprenez, juin 2013. Le président Sall était problématique de l'emploi. Le côté avait dit 500 000 emplois sur le an. Ça fait nous à deux années visiter de l'auberge. Il y avait quelques programmes de documents officiels. Le régime lui-même ne sont pas encore sortis de l'auberge. Mais il y a quand même un léger mieux. Il y a quand même un léger mieux. Par rapport aux 3 mois qui ont précédé les élections, il n'y a pas de léger mieux, il y a plutôt un recul. Parce que pendant 3 mois, le courant n'a pas... Les 3 mois qui ont... Là c'était une politique... Mais... léger mieux. Sinon, mais objectivement, puisque nous parlons objectivement, je dis que 3 mois d'élection, le courant n'a pas de coupure survenue parce que ils ont, le régime a que le éthique peut effectivement prendre quand même quelque temps. Je pense que du débat politique, quand ma vision en novembre, ne parlait pas de toute croissance. Aujourd'hui, il y a le plan Sénégal émergent qui parle de 7%. Je reviendrai sur ça. Vous avez 2 minutes. Si on veut
développer le Sénégal, faire émerger le Sénégal, il faut arriver à un développement. Ça, c'est la première remarque fondamentale. 7%, c'est un manque d'ambition. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'ambition. Je le dis tout à dit. Réalité. Le plan émergent 7% en 2017. Pour en 2023. Non, 2017. 7% en 2023. Non. 23% à l'horizon 2023. J'ai mal lu donc. Sénégal émergent 2017. Je signale qu'en 2012, déjà, un pays comme la France est 8%. Et les taux de croissance, les analyses, qu'est-ce qu'un taux de croissance? Si vous voulez avoir le développement, il faut disséquer le taux de croissance. Dans le taux de croissance est à 27%. C'est important. L'eau parlait d'Éthiopie, enfin, il dit qu'il venait d'un pays où, le taux de croissance en Éthiopie, qui a été pendant des années consécutives à 2 chiffres, vous allez là-bas, la part de l'agriculture est à 47%. Nous, ici, le faible taux de croissance que nous avons, la part de l'agriculture est à peine de 15%. Donc, pour régler les problèmes de ce pays, il faut des taux de croissance. Comment y arriver? Il faut, à mon avis, articuler 2 mamelles. La première, c'est les infrastructures. Il faut développer de manière volontariste les infrastructures. Le gouvernement parle des infrastructures, mais nous n'en parlons pas de la même manière. Parce que, pour moi, les infrastructures, si vous voulez les développer, créer des centaines de milliers d'emplois dans les infrastructures, il faut d'abord, pas dans le genre rafistoler le chemin de fer Dakar-Bamako, ne marche plus. Il faut des chemins de fer modernes, j'en ai suffisamment parlé un peu partout, mais qui intègrent la sous-région. Mais dans le PSE, il y a 2 secteurs prioritaires qui captent quand même 50% du financement. Il s'agit du secteur des infrastructures et de l'agriculture. L'éducation vient en 3e position. Mais c'est pour ça que je vous parle ils sont sur la voie. Non, je vous parle de modestie de ce plan émergent. Je parle de son manque d'ambition du Sénégal émergent, du plan Sénégal émergent. Parce que vous ne pouvez pas concevoir le développement du Sénégal sans concevoir son développement dans un environnement d'intégration. Le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, la Gambie, les 2 Guinées. Ceci est absolument indispensable. J'ai fait des développements là-dessus pour gagner du temps. Donc, les infrastructures, c'est l'une des jambes. L'autre jambe, c'est l'agriculture. Donc, l'approche des infrastructures par le régime est une approche tout à fait insuffisante parce que ce n'est pas une approche d'intégration. Deuxième élément, l'agriculture. L'agriculture, vous ne pouvez pas régler les problèmes de l'agriculture au Sénégal sans régler le problème de l'eau. Les paysans, qui sont 60% ou plus, au Sénégal ne travaillent que 3 ou 4 mois dans l'année. Il faut faire en sorte que les paysans du Sénégal puissent travailler au moins 10 mois dans l'année. 58% des Sénégalais ont accès à l'eau. C'est un taux encore très insuffisant. Mais tout à fait, bien entendu. Et moi, sur tout cela, nous avons réfléchi de manière systématique et nous avons fait des projections même pour voir très concrètement comment régler ce problème. C'est un projet économique que vous allez soumettre aux Sénégalais. Maïmouna sur l'école. Parce que quand même, j'approuve, je soutiens, je suis d'accord avec monsieur... Rapidement, monsieur Gueye. Monsieur Gueye, parce que quand même, bourse familiale, couverture maladie universelle, mais j'ai toujours dit qu'ils mettent la charrue avant les bœufs. 500 000 emplois, vous n'avez pas une économie qui tourne, qui soit capable justement d'absorber la force de travail et de créer des emplois. Donc, Madame Maïmouna Ndour, je crois, Ndour Faye, je pense que nos amis devraient peut-être en revenir véritablement
Vous avez parlé tout à l'heure de fondamentaux, tous les deux, sans avoir la même approche, aux fondamentaux. Le FMI et la Banque mondiale, je les aime bien, mais je considère qu'ils n'ont pas encore développé un pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, dernier tour de table pour parler de la bonne gouvernance et de l'image du Sénégal à l'étranger. Abdou Lo. Je suis Alors, ravi sur ce point, est-ce qu'il y a des... je suis ravi qu'on en arrive à ce point. Est-ce qu'il y a des pas importants qui ont été faits, des actes importants qui ont été posés? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal brille de mille feux sur l'international? Rapidement, je pense que... Alors, d'abord, moi, je pense que... chacun une minute. Une minute, c'est impossible. Il y a deux problèmes majeurs pour ce gouvernement, pour ce régime. Le premier, c'est le problème de l'emploi. Maud Diop Decroix l'a dit, ils avaient parlé de 500 000 emplois pour le premier quinquennat, qui a été ramené à 300 000 emplois. 2 ans après, aujourd'hui, si mes calculs sont bons, on est autour de 15 000 emplois. 5 000 dans la fonction publique et 10 000 au niveau de l'agence de la sécurité de la proximité, qui est pour moi une absurdité sans nom. 10 000 personnes sorties de nulle part, on ne leur exige même pas le certificat. Pendant ce temps-là, le commissariat central de Dakar a besoin de mains. La DIC est submergée par le travail. La section de recherche, les commissariats centraux, les brigades de gendarmerie. Capacité, ne serait-ce que 2000 fonctionnaires de police et de gendarmerie formés comme il faut. Vous mettez 30 personnes de plus à la DIC, vous ne saurez pas combien vous allez les soulager. Donc l'emploi, pour moi, c'est un gros problème. La promesse qui a été faite, je ne sais pas comment ils vont la tenir sur l'emploi. Les 300 000, on est à 15 000 emplois en 2 ans. L'autre problème, c'est sur la gouvernance. Elle est fondamentale parce que des plans, le Sénégal en a développé depuis son indépendance. Tous les chefs d'État ont eu des plans pour sortir le Sénégal de la pauvreté, pour la mettre sur la transition, pour enfin la mettre sur la rampe, le mettre finalement sur la rampe de lancement. Tant que la gouvernance ne change pas, on ne bougera pas sur le plan économique. La gouvernance des hommes d'abord. Parce que vous vous rappelez du tuyau de Keur Momar-Sarr, ça fait combien de mois maintenant? 4, 5, 6 mois. Vous avez entendu des sanctions? C'est ça le problème fondamental qu'on a eu ici. Il y a eu un Dara qui a brûlé à la Médina, qui a fait beaucoup de victimes chez les enfants. Bon, on a dit on va sanctionner. Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? On a interdit la mendicité dans ce pays ici. Vous verrez tous les jours au feu rouge, au feu tricolore, combien de gamins venir vous demander l'aumône? Les CD piratés sont interdits dans ce pays. Les vendeurs de CD les vendent à côté des policiers au feu rouge. Ils ne sont pas inquiétés pour le moins du monde. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans ce pays. Combien de personnes respectent cela? Le casque, le port du casque est obligatoire pour les 2 roues. Combien de personnes portent des casques? Combien n'en portent pas et passent devant les policiers? Le feu tricolore, combien de 2 roues respectent l'arrêt, le feu? En fait, les policiers qui sont au fond ne verbalisent pas. C'est un problème d'indiscipline, c'est un problème de citoyenneté. C'est un problème d'émergence individuelle, d'abord. Avant de parler d'émergence économique, c'est le problème de gouvernance individuelle des citoyens sénégalais. Il n'y a pas la culture vous savez, il y a 2 façons dans une entreprise ou même dans la fonction publique. Il y a la sanction quand ça travaille bien, il y a la promotion quand ça travaille bien. Dans ce pays, malheureusement, nous manquons de ces 2-là. Et sur l'international? Oui, là, sur l'international, le Sénégal a bien sûr une très belle carte à jouer parce que non, je veux dire notre position dans la sous-région. Non, j'allais y venir. C'est-à-dire on vit encore sur notre aura de pays démocratiques, de pays phares en Afrique. Maintenant, si vous voulez parler de diplomatie, sur la place qu'occupe réellement le Sénégal au niveau de la sous-région, au niveau continental, on n'est plus au temps de Senghor, si vous voulez, même de Diouf. Aujourd'hui, dans la sous-région, il y a une nouvelle puissance diplomatique qui émerge, c'est le Burkina Faso. Avec Blaise Compaoré, ça fait quand même mal au cœur de voir qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré est le grand médiateur dans la sous-région. Vous allez en Afrique centrale, c'est Idriss Déby qui est le grand... Le Sénégal est snobé par ses voisins, de mauvaises relations avec le Mali. Parce que la priorité du président Macky Sall, quand je me rappelle au début, il disait qu'il fallait renforcer la diplomatie de proximité. La première visite après la France, c'était la Gambie ou inversement. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas encore rendu, à ma connaissance, en Mauritanie. Les 2 Guinées, à ma connaissance, il ne s'y est pas rendu. Le Mali, est-ce qu'il y est allé? Je ne suis pas sûr. Il y est allé, mais Ibeka n'est pas encore venu au Sénégal. Il est rendu en Mauritanie alors que la Mauritanie n'a pas envoyé de soldats au Mali. Je pense que c'est globalement notre extraversion vers la France, vers le modèle occidental qui nous pose problème. Merci. Allez-y. Non, c'est-à-dire qu'il faut repenser fondamentalement notre façon de voir. Ça me ramène à la scénerie. J'y tiens vraiment. Quand je vois des professionnels du droit
qui sortent des choses qui sont quand même énormes, en disant que oui, le projet de constitution proposé par la CNRI est trop long parce qu'il y a 154 articles, alors que l'actuelle constitution fait 108 articles. Mais c'est un faux débat. Le Tchad a 225 articles. L'Inde a 450 articles. L'Inde. Vous prenez aujourd'hui, parce qu'on nous dit, oui, les États-Unis, ils ont une constitution qui fait 12-22 articles. Mais ça, c'est la Fédération des États-Unis. Vous prenez la Californie, c'est la 3e constitution en matière en longueur. Vous prenez l'Alabama, c'est la 2e constitution en longueur après l'Inde. Donc, si vous voulez, très globalement, on manque foncièrement d'honnêteté intellectuelle dans ce pays-là. Moi, ça m'a fait mal d'entendre certains flinguer les éléments de la CNRI. Je ne suis pas membre de cette CNRI, je suis un observateur juste de la scène politique. Quand on me dit que ce n'était pas des professionnels qui étaient là-dedans, c'est archi faux. Non, je vais juste finir là-dessus. Des professionnels du droit qui disent que c'est des gens qui ne connaissent rien au droit, qui ont écrit cet avant-projet-là, que c'est trop long, pour moi c'est absurde. Mais on leur avait demandé de réfléchir sur les institutions et non pas de rédiger une nouvelle constitution. Non, mais ils appellent ça un avant-projet. Moi, je ne suis pas membre de cette commission-là, mais j'ai suivi les travaux, j'ai les documents avec moi. Quand on leur fait un procès en sorcellerie, je trouve ça foncièrement malhonnête. Il y a Serigne Diop qui est là-dedans, il y a Seydou Madanissi qui était là-dedans, il y a Abdoulaye Dieye qui était là-dedans. Tous ces 3 personnes-là, c'est des professionnels de droit constitutionnel. Vous ajoutez Maïmouna Ndongo Touré, qui est magistrate à la retraite. Vous ajoutez Amadou Mokhtar Mbaké, qui est magistrat à la retraite. Maître Sidiki Kaba, qui est avocat. Donc, on ne peut pas, je pense, on a la chance d'avoir le ministre en charge de ce dossier. Alors, on va à un moment, il faudrait quand même avancer, faire à ce pays-là un saut qualitatif. C'est-à-dire dépasser le cloisonnement politique. Quand c'est dans l'intérêt du pays que les gens l'acceptent et disent qu'il y a du bon et qu'on essaie d'avancer. Oui, je commencerai par vous dire, Maïmouna, que ceux qui n'ont pas de vision se trouvaient de l'autre côté, pendant que le peuple sénégalais digne luttait pour recouvrer sa liberté. Je précise simplement que de 2000 à 2010, la moyenne du taux de croissance était de 4%. C'est eux qui avaient le pouvoir. Macky Sall, le Premier ministre. Je dis de 2000 à 2010, c'est vous qui avez le pouvoir. La moyenne du taux de croissance est de 4%. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait des efforts, ils ont fait des infrastructures. Mais c'est parce que simplement, il y a quand même beaucoup de choses derrière les infrastructures qui aident à avoir des taux de croissance. C'est le renouveau de notre productivité. Et c'est ça qui est porté par le plan Sénégal émergent. Alors venez-en. Un plan Sénégal émergent, il faut quand même souhaiter, parce que nous tous, nous sommes des Sénégalais, et nous aimons par-dessus tout le Sénégal. C'est quelque chose qui commence, il faut prier que ça se termine bien, dans l'intérêt de tout le monde. Alors venez-en au volet bonne gouvernance et diplomatie. Je pense que sur le plan diplomatique quand même, pour revenir sur ce que Michel Lo a dit, il faut quand même voir les choses. Le Sénégal a été le concert de visites, d'amitié, de présidents qu'on n'a jamais eu pendant ces 2 dernières années. Barack Obama, le Premier ministre de la Turquie, Liban, tout le monde est venu au Sénégal. Pour saluer d'abord la démocratie sénégalaise, ça aussi il faut le reconnaître, et pour ça on était 2, effectivement. Donc on s'est félicité de cette prouesse démocratique qui a consolidé et raffermi notre attachement aux valeurs démocratiques. Et quant à notre position de leader dans la sous-région, nous avons perdu cette position 2 ans après l'alternance. C'est en 2002 que nous avons commencé dans la sous-région à déchanter. Parce que tout le monde, et ça aussi il faut le rappeler, tout le monde venait à Dakar pour régler les problèmes. Parce qu'on prenait Abdoulaye Wade comme le papa de la sous-région. Malheureusement après, d'incidents, des sommets, à injures, à invectives, finalement, tout le monde nous a tourné le dos. Ça, il faut le reconnaître. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reconquis avec Macky Sall et aujourd'hui, quand même, c'est reconquis. C'est vrai, il a parlé tout de suite de nouveaux partenariats, nouvel accord sur le partenariat, qui a permis de faire ça. Vous avez vu l'audience que le président a accordée au président de la CEDEAO, au président Hadjibou Soumaré, qui sont venus saluer le leadership du Sénégal, qui a permis, peut-être que c'est un mauvais accord, moi je suis spécialiste du commerce international, je sais qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Parce qu'on a signé les accords de l'OMC. Des accords de l'OMC ouvrent les territoires. Nous avons retardé la mise en œuvre de ces accords jusqu'à un moment fatidique. Et je pense que c'est un bon accord. Où on a quand même un plan de soutien de 4 000 et quelques milliards aux pays africains. Je pense qu'il faut saluer. On ne peut pas se fermer. Vous avez les États-Unis. Qui a développé les États-Unis? Vous étiez là-bas? Non. C'est des étrangers qui ont développé les États-Unis.
Jusqu'à présent, l'économie de la première puissance mondiale est extravertie. Qui a développé la Chine? Qui sont allés investir en Chine? C'est les Européens qui sont allés investir. Ce sont les Chinois qui ont développé la Chine. Je vous dis encore une fois, la Chine est sortie, je pense, ça ne fait pas 20 ans. Parce que simplement, il y a eu un transfert de technologie. Oui, qui est venu après, mais qui a permis quand même aux Chinois de se mettre à niveau. Et donc de profiter de ce transfert de technologie pour se développer. Monsieur le ministre, sur la gouvernance. Non, attendez, je vais venir à la gouvernance. Ce que vous dites là, ça s'adresse plus aux Sénégalais qu'au régime. Je pense que ce que vous avez fait, c'est bien. C'est un appel au renouveau citoyen, c'est très bien. Je pense que pour développer un pays, il faut deux. Il faut une volonté du pouvoir. Il faut aussi la confiance et la mobilisation des citoyens. Et souvent, malheureusement, ça fait défaut. Vous avez vu déjà, ça fait peut-être 15 jours ou un mois, le président du Sénégal a fait un appel à la valeur travail. Pour dire aux Sénégalais, il faut venir au travail, à l'heure. Il faut se concentrer sur les dossiers parce que simplement, c'est ça qui va faire avancer le pays. Donc, nous, sur la gouvernance, je pense qu'on est irréprochable. Ah bon? Et on est irréprochable. Aujourd'hui, il n'y a aucune, sur le plan constitutionnel, je pense que nous avons respecté la Constitution. Il n'y a aucune distorsion dans le fonctionnement des institutions. L'APR est un parti qui n'a pas une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. De telle enseigne qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une séparation de pouvoir et un jeu d'équilibre entre les pouvoirs qui est réel. Il n'y a pas une immixtion du président dans le fonctionnement de la justice, tout le monde le reconnaît. Là où la première lettre adressée par le président Abdoulaye Wade était une lettre salée, adressée au Conseil constitutionnel pour lui dire de se remettre dans la voie qu'il souhaitait lui tracer. Sur le plan politique, je pense que quand même il y a un dialogue politique avec une force politique organisée autour de Benno Bokk Yakaar. Vous êtes en train de dialoguer avec qui? Il y a un dialogue politique autour de Benno Bokk Yakaar. Suppose une discussion entre le pouvoir, entre la majorité et l'opposition. Maïmouna, j'ai l'impression que vous êtes maintenant quelqu'un qui est en face de moi pour débattre contre moi. Vous n'êtes plus dans votre manteau de journaliste. Elle est engagée, c'est normal. La tentation est forte. Non, je ne suis pas tentée, mais il n'y a pas de dialogue politique au Mali. Il y a une paix politique qui est sous-tendue par une forte assise de Benno Bokk Yakaar, au point que finalement on dit que le président Macky Sall n'a pas d'opposant en face. Mais et avec parce que simplement il n'a pas commis de faute. Et les relations avec l'opposition. Il est droit dans ses bottes et le gouvernement est bien tenu avec tact mais fermeté et on avance. Mais et les relations avec l'opposition, malheureusement, comment? Les relations avec l'opposition. Non, les relations avec l'opposition, c'est des relations qui sont claires. Moi, j'ai été ministre, je suis ministre. En charge de les collectivités locales, nous avons eu un document et une grande réforme qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation. Après avoir reçu le document des experts, le lendemain, le président Macky Sall a convié toutes les forces vives autour de lui dans le cadre de concertation. Ça, c'est un dialogue. Quand on a fait ces convocations, nous avons vu que le Parti démocratique sénégalais n'a pas voulu se présenter. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir discuter. Mais le dialogue est là. C'est-à-dire que le dialogue est dans le respect. Parce que le dialogue, ce n'est pas s'asseoir autour d'une table. Malheureusement, il faudrait toujours qu'il y ait une opposition. Le dialogue, c'est respecter les droits de l'autre, lui donner la possibilité de s'exprimer, mais faire ce qu'on a à faire. C'est ce qui est en train d'être fait. Et je pense que sur le plan de la gouvernance, la traque des biens mal acquis, la charte de bonne gouvernance, ce que nous sommes en train de faire, tout cela concourt, la lutte contre la corruption, le rétablissement de cette confiance retrouvée entre les gouvernants et les gouvernés, qui font qu'aujourd'hui, l'argent public est quand même symbolisé par le respect et par une dépense efficace. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le citoyen est au cœur de l'action publique. Les réformes sont engagées sur le plan de l'enseignement, sur le plan des institutions, etc., etc. Par contre, là où il dit qu'on doit prendre comme boisson sucrée les conclusions de CNRI, moi je suis bien avec CNRI du point de vue des personnalités fortes qui composent cette commission. Mais quand même, il faut quand même dire une chose. Les Sénégalais ont voté sur la base d'une constitution qu'on doit regarder, recadrer, réactualiser. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils ont dit est Bible et qu'on doit prendre comme étant... Voilà, on va regarder, on va examiner, chacun a une position. Moi, ma principale position, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1960, je n'ai pas vu de distorsion fondamentale portant atteinte aux institutions dès l'instant où il y a un cumul de chefs d'État et de chefs de parti. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Omar Youm. Rapidement. Il y a quand même une constitution aussi, ce n'est pas des détails. Merci nous beaucoup. qui avons fait le droit, nous savons que le droit n'aime pas les détails. Même les lois sont interprétées. Mais si on veut même se donner tout pour faire dans les détails les plus, à la limite, insignifiants, on dénature la Constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le président est l'exemple et dans la Constitution, oui, mais alors, dans la Constitution, il parle des... on a plus, là, le Sénégal avec une lecture. Là, on n'a plus le temps. Juste pour montrer l'autre versant de ce qu'il dit, peut-être je pourrais compléter par exemple sur la CREI, que la médiation pénale, aujourd'hui on s'en rend compte, c'est une théorie présidentielle, bien qu'elle ait été portée par d'autres acteurs. Et c'est un signal contradictoire à cette volonté qui a été manifestée de moraliser la vie publique. Et tous les Sénégalais étaient choqués quand ils se sont rendus compte que finalement, on avait un régime qui voulait faire les choses à moitié. Juste pour dire que sur ce tableau qui semble être presque parfait... Vous voulez noircir le tableau. Non, mais je veux dire, pour être juste, pour être réaliste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne reviens pas là-dessus, sur le discrédit de la CNRI. Jusqu'à présent, personne ne comprend pourquoi même le président a cautionné quand même cet assaut incompréhensible sur des personnes qui étaient mandatées par lui-même pour donner un peu forme aux conclusions des assises nationales. Donc là aussi, on a l'impression qu'on joue un double jeu qui consiste un peu à s'engager sur le principe, mais que dans la réalité, on pense que le dispositif institutionnel qui est là est totalement parfait. Et je pense que dans le fond, c'est ça la conviction du président Macky Sall. Sur la diplomatie? Alors, juste avant de venir sur la diplomatie, parce que toujours sur la bonne gouvernance, il y a d'autres points. Par exemple, la sobriété, qui est souvent un mot qui nous revient, une gestion sobre et vertueuse, mais on s'étonne qu'aujourd'hui, les fonds politiques sont passés de 8 à 10 milliards. Je pense que quand même là, alors que le fonds 6 et le fonds GIS et le fonds GIP n'ont pas suffisamment de ressources pour répondre à cet important problème de l'emploi des jeunes, le président de la République a des fonds politiques qui sont aujourd'hui, sur 5 ans, c'est 50 milliards. Et j'ai noté que même le projet de loi de la Cour des comptes qui a été envoyé à l'Assemblée nationale a fait exprès de soustraire le contrôle de ces fonds politiques à la Cour des comptes. Juste pour dire là, il faut une réforme en profondeur. Oui, mais il y avait un engagement du président de la République. On s'attendait tous parce qu'il était prêt à ce que toutes les ressources de la présidence de la République puissent être contrôlées. Et donc, on était attentifs quand ce projet de loi a été envoyé au niveau de l'Assemblée. Mais encore une fois, délibérément, on l'a soustrait. On se demande pourquoi. L'autre chose, il y a une banalisation de la famille omniprésente qui, voilà, je pense qu'il y a des airs de déjà-vu aujourd'hui. Je ne veux pas être alarmiste, mais autant avant on se disait c'est le fils, autant aujourd'hui on se dit c'est le cousin, la sœur, etc. Donc là aussi, je pense que les gens ont leurs droits, mais il faut faire attention pour ne pas détruire la perception que les gens peuvent avoir à l'effet que les choses ont changé et qu'on est dans un état non familial. Ça, c'est très important. L'autre chose, c'est la violence. La violence politique. Ces derniers temps, l'APR, apparemment, il y avait un pistolero, maintenant, il y en a plusieurs. C'est autant de signaux. Je note tous ces éléments, pas pour noircir le tableau, c'est tout simplement pour dire que lorsqu'on porte le changement et qu'on veut incarner un nouveau paradigme et faire croire aux Sénégalais qu'on est dans un nouveau régime avec une nouvelle orientation, ces signaux viennent leur faire croire qu'en réalité, il n'y a pas de changement. Et quand il n'y a pas de changement, que font les gens? Eh bien, ils ne changent pas eux-mêmes. Et donc, on reste statu quo, et c'est pour ça aujourd'hui le grand problème du président Macky Sall, c'est qu'il ne peut pas mobiliser les Sénégalais pour leur faire croire réellement au changement. Et ça, c'est une grande difficulté. Il a un document, le PSE, mais comment mobiliser l'ensemble des Sénégalais pour l'accompagner à la réalisation de ce PSE? Je pense qu'aujourd'hui, c'est sa plus grande difficulté. Merci beaucoup. Mamadou Diop Decroix, on va terminer avec vous en 1 minute. Maïmouna, je suis déficitaire, mais ce n'est pas grave. J'ai parlé tout à l'heure de l'enquête d'Afrobaromètre. Je termine sur ce point précis concernant le vécu des Sénégalais. Vous avez aujourd'hui, il l'a évoqué tout à l'heure. Oui, j'arrive. Les mouvements Réthiou. Vous avez aujourd'hui le mouvement Réthiou. Réthiou, c'est ceux qui avaient soutenu le président Macky Sall. Moi, je connais des gens qui se sont cotisés même, mais qui aujourd'hui sont dans le mouvement Réthiou. On a parlé de la couverture maladie universelle, mais les médecins sont en grève. On parle de la réforme de la réforme de l'enseignement, le supérieur est en grève.
On parle de la campagne agricole, elle est désastreuse. Les paysans ne s'en sortent pas. Alors, il a parlé évidemment de la gestion patrimoniale tout à l'heure, Faisal Timbo, etc. Je pense que, Maïmouna, les Sénégalais sont déçus, totalement déçus. Et aujourd'hui, il faut peut-être envisager les questions d'une autre manière. Alors, vous m'avez votre dernière préoccupation, c'était la bonne gouvernance, l'état de droit et la diplomatie. Voilà. Alors, sur la CNRI, moi, j'ai été à l'invitation du président Mokhtar Mbow avec une délégation. Nous avons discuté pendant 2 heures de temps. J'ai dit ce que je pensais comme méthode et comme approche. J'ai salué les résultats parce qu'ils ont bien travaillé. Maintenant, nos amis là, mais pour qui ils se prennent? Moi, je ne comprends pas. Hein? Vous demandez, j'ai lu les termes de référence. Étudiez la situation et faites-nous toute proposition susceptible de. Ils sont allés jusqu'à proposer. Alors, on ne parle plus des autres aspects, on ne parle que de cet avant-projet. Mais Mamadou Diop Decroix, vous oubliez que le gouvernement d'Abdoulaye Wade avait rejeté les assises nationales. Et dans le projet de réforme transmis par la CNRI, on retrouve la charpente, en tout cas, de ces assises nationales. C'est peut-être que... Je n'ai aucun problème par rapport à... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis allé voir Mokhtar Mbow. Parce que pour moi, j'ai dit au président Mokhtar Mbow, à Mamadou Lamine Loum qui était là-bas, etc. J'ai dit, tout ça c'est très bien. Maintenant, il faut verser ça dans une corbeille. Et qu'on aille à une assemblée constituante. Parce que ce pays-là, j'aime bien les constitutionnalistes, mais une constitution, ça doit être pensé par le peuple en tant que tel. Maintenant, on demande aux constitutionnels de codifier la constitution qui sera maintenant soumise à un référendum. Ça, c'est la CNRI. Pour le reste de la gouvernance, le poisson pourri part toujours par la tête. C'est un proverbe guinéen. Si les Sénégalais avaient vu, moi, quand Yahya Jammeh en Gambie a pris le pouvoir des mains de Daouda Diawara, une semaine après, je me suis rendu en Gambie pour voir, parce que je considère que quand les choses changent en Gambie, ça doit intéresser les Sénégalais. Nous tous, nous avons été à Banjul par la route. On voyait avant comment les policiers et les douaniers gambiens traitaient les Sénégalais. Mais ce jour-là, c'était en hivernage. Quand je suis arrivé au poste gambien, c'est l'agent gambien qui est sorti de son bureau avec un parapluie, voilà, pour me protéger de la pluie. Auparavant, on vous faisait un geste très particulier. Rapidement. Mais cela montre simplement que, parce que les Gambiens se disaient, ah, maintenant il y a un nouveau leader, il faut qu'on se comporte correctement, le temps de voir. Ici aussi, quand Macky est arrivé au pouvoir, comme Wade d'ailleurs, pendant 3 mois, 4 mois, les gens, s'ils s'ajustent et ils voient, est-ce que la tête veut vraiment que ça change? Si le président Macky Sall avait posé des actes forts dans ce sens-là, effectivement, on n'en serait pas là. Maintenant, pour terminer, Maïmouna, je pense qu'on aborde la 3e année de la 2e alternance. Je continue de considérer que les ambitions sont modestes, que Gaï Senbet de Fatouti, et que les problèmes sociaux sont tels qu'il faut un appareil économique capable de les prendre en charge. Un sursaut national aussi, de l'opposition, du pouvoir de tous les Sénégalais. Le poisson pourrit par la tête. Je pense que si les indications sont données et qu'elles sont bonnes, mais ça ira. Malheureusement, ce n'est pas cette bonne direction dans laquelle nous nous trouvons. Je pense que c'est dans le sens inverse. Merci beaucoup. Mamadou Diop Decroix, député à l'Assemblée nationale, secrétaire général dans le Diouf PADS. Nos remerciements à Abdou Hadr Lo, directeur général de Primum Africa Consulting. Nos sincères remerciements à Amadou Gueye, secrétaire général de l'Union des indépendants du Sénégal. Omar Youm, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Il est membre du pool de porte
porte-parole de l'Alliance pour la République et également ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Il est vrai qu'on ne peut pas faire l'apologie d'un bilan après seulement 2 ans de gestion, mais il fallait aujourd'hui interroger, fouiller la gestion, les actes posés par le régime de Macky Sall pour voir s'il y a lieu d'espérer de bons résultats quant à l'issue du mandat. Nos différents invités ont donné leur avis. Les Sénégalais auront également l'occasion de se prononcer, mais ce sera en 2017 ou en 2019, on ne sait pas encore. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent sur la première chaîne privée du Sénégal. Au revoir.